Pendant des décennies, le KGB fut une forteresse impénétrable, ses opérations enveloppées dans un secret absolu. Mais, et si je te disais qu'à l'intérieur de ce rideau de fer, une poignée d'individus ont osé se libérer, emportant avec eux des vérités explosives capables de démanteler un empire. Leurs histoires de défection sont plus palpitantes et choquantes que n'importe quel roman d'espionnage que tu as pu lire. Et elles sont sur le point d'être révélées. La décision n'arrive pas comme un éclair dans un ciel serein. C'est plutôt une lente érosion, un goutte-à-goutte constant qui sape les fondations d'une vie bâtie sur la loyauté et le devoir. Pour un officier du KGB, la défection n'est pas seulement une trahison envers la patrie. C'est un suicide calculé, un saut dans le vide, sans filet de sécurité. Le coup psychologique est la première barrière, une muraille invisible mais formidable. Avant que le corps ne fasse le premier pas vers l'ambassade ennemie, l'esprit a déjà livré 1000 batailles. Imagine le poids de chaque souvenir, chaque visage familier, chaque rue de ta ville natale. Soudain, tout devient une ancre qui t'entraîne vers le fond. Ta femme, tes enfants, tes parents se transforment en otages involontaires de ta décision. Tu sais, avec une certitude glaciale, qu'au moment où tu franchiras la ligne, leurs vies changeront à jamais. Ils seront interrogés, surveillés, marginalisés. Le stigmate du traître pèsera sur eux comme une ombre perpétuelle. C'est la première arme que le système utilise contre toi. L'amour. Ils tissent une toile avec les fils de tes affections pour te garder prisonnier. La paranoïa devient ta seule compagne. Chaque regard dans la rue, chaque appel téléphonique inattendu, chaque voiture qui semble te suivre sur plus de 2 pâtés de maison. Est-ce réel ou le produit de ton esprit tourmenté? Le KGB n'est pas une organisation qui pardonne. Ses tentacules sont longs et sa mémoire implacable. Tu sais qu'il existe un protocole pour les défecteurs, un plan d'urgence qui s'active à l'instant où ton absence est remarquée. Et ce protocole n'implique pas une lettre de licenciement. Pourtant, le goutte-à-goutte continue. Peut-être fût-ce un ordre qui t'a retourné l'estomac, un acte de brutalité que tu n'as pas pu justifier. Peut-être fût-ce la duplicité constante, l'obligation de vivre derrière un masque au point d'oublier qui tu es vraiment. Ou peut-être simplement, fût-ce un aperçu d'une autre vie, un avant-goût de cette liberté dont tu as tant entendu parler dans les rapports et qu'on t'a toujours appris à mépriser. Une liberté qui, depuis ta cage dorée de privilèges et de secrets, commence à sembler plus réelle que l'air que tu respires. La motivation est rarement une seule chose. C'est une confluence de désillusion, de peur et d'un espoir ténu, presque irrationnel. Et puis, le jour arrive. Il n'y a pas de retour en arrière. Le cœur martèle les côtes avec la force d'un bélier. Chaque muscle est tendu, prêt pour la course ou le combat. L'acte de défection est une chorégraphie de vie ou de mort exécutée sur la scène la plus hostile imaginable. Il ne s'agit pas d'entrer tranquillement dans une ambassade. Il s'agit d'échapper au réseau de surveillance le plus sophistiqué du monde, un réseau dont tu faisais toi-même partie. Tu connais leurs méthodes, leurs angles morts, mais ils connaissent aussi les tiens. Le plan doit être parfait. Une erreur, une hésitation d'une seconde, et tout est fini. Cela pourrait être un contact préétabli, un mot de passe murmuré à la bonne personne lors d'une réception diplomatique. Ou cela pourrait être une fuite désespérée, une course à travers une frontière boisée dans l'obscurité de la nuit, avec le son des chiens et les cris des gardes à tes trousses. Chaque ombre est un ennemi potentiel, chaque son, une sentence de mort. Durant ces minutes ou ces heures, le monde se réduit à un tunnel de pure survie. Il n'y a pas de passé, pas de futur, seulement le pas suivant, le coin de rue suivant, la respiration suivante. L'entraînement qu'on t'a donné pour chasser les autres, tu l'utilises maintenant pour te sauver toi-même. C'est l'ironie la plus cruelle. Les compétences qui ont fait de toi une arme pour l'État sont maintenant ton seul outil pour lui échapper. Et tandis que tu cours, tandis que tu te caches, la question résonne dans ta tête. Qu'est-ce que je suis en train de faire? L'endoctrinement de toute une vie lutte contre l'instinct d'être libre. Finalement, tu y arrives. Tu atteins la porte, tu prononces les mots magiques « Je souhaite faire défection ». Le soulagement que tu attends ne vient pas. À la place, une nouvelle forme de peur s'installe. Les portes se ferment derrière toi, et tu te retrouves dans les limbes. Tu as cessé d'être qui tu étais, mais tu n'es pas encore quelqu'un de nouveau. Pour tes anciens camarades, tu es un traître condamné à mort. Pour tes nouveaux protecteurs, tu es un atout, une source d'information.
mais aussi un risque. Ils n'ont pas confiance en toi, et tu ne peux pas te permettre d'avoir confiance en eux. C'est ici que le véritable coup se révèle. La liberté à laquelle tu aspirais a un goût amer. C'est la liberté d'être complètement seul. Tu as échangé une prison physique contre une prison psychologique. Les visages de ta famille te hantent en rêve. Tu te demandes constamment si tu as fait le bon choix, si le prix qu'ils paient vaut ta sécurité. Tu lis les journaux avec avidité, cherchant la moindre petite nouvelle de ton pays, un écho de la vie que tu as abandonnée. Le poids de ce que tu as laissé derrière toi est écrasant. Ce ne sont pas seulement des gens, c'est une culture, une langue, un sentiment d'appartenance. Maintenant, tu es un fantôme, vivant une vie d'emprunt sous un faux nom. Chaque jour est un rappel de ta trahison. Oui, tu as la sécurité matérielle. Une maison dans un quartier tranquille, une voiture, de l'argent à la banque. Mais la liberté perçue se heurte brutalement à la réalité de ton exil. Tu es en sécurité, mais tu n'es pas libre. La vraie liberté, tu t'en rends compte, n'est pas seulement l'absence de chaînes, mais la capacité d'être en paix avec toi-même. Et cette paix, pour le défecteur, est le prix le plus insaisissable de tous. Tu as échappé au KGB, mais tu n'échapperas jamais à ce que tu as fait pour y parvenir. Toutes les défections ne sont pas une impulsion désespérée. Les plus audacieuses, celles qui deviennent des légendes dans les couloirs feutrés de la CIA et du MI6, sont des opérations d'une complexité stupéfiante, des symphonies de tromperie et de courage, et peu furent aussi méticuleusement planifiées que celles qui s'inscrivirent sous le nom non officiel de Opération Avalanche, un terme que les analystes occidentaux utilisaient pour décrire la vague de défections de grande valeur au plus fort de la guerre froide. Chaque fuite était une partie d'échec jouée à la vie, à la mort, contre l'adversaire le plus implacable du monde. Pensons au cas d'Oleg Gordievski. Ce ne fut pas une course nocturne, mais un marathon de tromperie qui dura des années. Gordievski, colonel du KGB et chef de la résidence de Londres, était l'un des atouts les plus importants que le MI6 britannique ait jamais recruté. Pendant plus d'une décennie, il marcha sur la corde raide, livrant des secrets cruciaux tout en gravissant les échelons du service de renseignement soviétique. Mais en 1985, la corde s'est tendue. Il fut rappelé brusquement à Moscou. Il savait que c'était un piège. Ce qui suivit ne fut pas une fuite improvisée, mais l'activation d'un plan d'évasion d'urgence si détaillé qu'il semblait sorti d'un roman, le Opération Pimlico. Après des semaines d'interrogatoires sous l'emprise de drogue dans une datcha à la périphérie de Moscou, Gordievski, affaibli mais pas brisé, parvint à envoyer un signal préétabli à ses officiers traitants britanniques. Le signal était subtil. Il devait simplement se trouver à un coin de rue spécifique de Moscou à une heure précise, tenant un sac de supermarché d'une chaîne particulière. L'audace pure du plan était stupéfiante. 2 voitures de l'ambassade britannique, avec leurs familles à bord pour simuler un voyage diplomatique de week-end, prirent la route de la frontière avec la Finlande. Dans un angle mort de la surveillance du KGB, elles s'arrêtèrent brièvement. Gordievski, qui avait réussi à semer ses suiveurs dans une course désespérée à travers les rues de Moscou, sortit en courant d'une cachette et plongea dans le coffre d'une des voitures. Pendant des heures, il voyagea recroquevillé dans cet espace claustrophobe, tandis que la voiture était suivie, arrêtée et observée par des patrouilles du KGB et des gardes frontières. La tension était insoutenable. Une fouille approfondie, un chien qui aboierait au mauvais moment, et non seulement lui, mais aussi les diplomates et leurs enfants, auraient fait face à un destin terrible. Ce fut un mélange de planification millimétrique et de pure chance. Les gardes frontières, peut-être par déférence diplomatique ou simple négligence, les laissèrent passer. Gordievski avait réussi l'impossible. Il s'était évaporé du cœur même de l'État soviétique. Mais pour chaque Gordievski, il y a une histoire d'échec, un rappel brutal de ce qui arrive lorsque la planification échoue ou que la chance s'épuise. Le destin d'Adolf Tolkachev est l'un de ces avertissements. Tolkachev, un ingénieur radar de haut niveau, fut l'un des espions les plus dommageables que la CIA ait eu au sein de l'Union soviétique. Motivé par la haine du régime qui avait persécuté la famille de sa femme, il passa des années à livrer d'inestimables secrets sur l'aviation. Sa méthode de contact était ingénieuse et risquée, utilisant des rencontres fugaces et des dead drops, boîtes aux lettres mortes, dans les rues animées de Moscou. Cependant, sa chance tourna.
La CIA, dans une erreur de jugement catastrophique, envoya à Moscou un ancien agent qui avait été licencié et qui, par vengeance, dénonça Tolkachev au KGB. Il fut attrapé. Il n'y eut pas de course dramatique ni d'évasion dans le coffre d'une voiture. Simplement, la machinerie implacable du contre-espionnage soviétique se referma sur lui. Il fut arrêté, jugé pour trahison et exécuté d'une seule balle dans la nuque. Son histoire est un rappel brutal que, dans ce jeu, il n'y a aucune marge d'erreur. Le moindre maillon défaillant dans la chaîne, que ce soit de ta part ou de celle de ceux qui sont censés te protéger, conduit à une fin tragique et inévitable. Et puis, il y a les cas qui dépendent presque entièrement d'une ingéniosité désespérée et d'une opportunité fugace. Prenons le cas de Viktor Belenko, un pilote des forces de défense aériennes soviétiques. Il n'avait pas de plan d'évasion élaboré, ni de contact avec les agences de renseignement occidentales. Il avait un avion, le MiG-25 Foxbat, le chasseur intercepteur le plus secret et le plus redouté de l'Union soviétique. En 1976, lors d'un vol d'entraînement, Belenko rompit la formation et se lança dans une course désespérée vers le Japon. Il vola à une altitude extrêmement basse, rasant les vagues pour éviter les radars soviétiques et japonais. Il naviguait de mémoire avec un niveau de carburant diminuant à un rythme alarmant. C'était un pari absolu. Il ne savait pas s'il serait abattu par ses propres camarades, par les Japonais en entrant dans leur espace aérien, ou s'il s'écraserait tout simplement en mer faute de carburant. Après une recherche angoissante, avec à peine quelques secondes de carburant restantes, il trouva un aérodrome civil à Hakodate. Il atterrit brutalement, manquant de percuter un avion de ligne. Quand il sortit du cockpit, il tira en l'air avec son pistolet pour attirer l'attention. Il avait livré à l'Occident l'avion le plus avancé de l'ennemi et, ce faisant, avait gagné sa liberté. Ce ne fut pas un plan à long terme, mais un acte d'audace pure, saisissant la seule opportunité qu'il aurait dans sa vie. Un exemple parfait de la façon dont, parfois, le désespoir est la mère de l'invention. Franchir la ligne n'est que la première étape. Le vrai jeu commence une fois que tu es de l'autre côté. Pour les agences de renseignement occidentales, l'arrivée d'un défecteur du KGB, c'est comme trouver une carte au trésor. Mais d'abord, elles doivent s'assurer que la carte n'est pas une contrefaçon, un appât empoisonné, conçu pour désinformer et détruire. C'est là que commence le débriefing, un processus d'interrogatoire qui peut durer des mois, parfois des années, dans des planques, maisons sécurisées, isolées dans des endroits reculés de Virginie ou de la campagne anglaise. Le défecteur est dépouillé de tout ce qui lui était familier. Il se retrouve dans une pièce anonyme, face à une équipe d'hommes et de femmes au visage aimable mais aux yeux sceptiques. Chaque mot, chaque souvenir est passé au microscope. La première chose est d'établir la bona fides, l'authenticité du défecteur. On le bombarde de questions sur le jargon interne du KGB, la disposition des bureaux au quartier général de la Loubianka, le nom de la secrétaire du 3e sous-chef d'un obscur département. Il cherche le moindre faux pas, la plus petite incohérence qui pourrait trahir un agent double envoyé pour semer le chaos. Une fois son identité vérifiée, la véritable extraction commence. Les interrogateurs ne veulent pas seulement savoir des choses sur les missiles et les réseaux d'espions. Ils veulent le tissu conjonctif du système soviétique. Qui monte au sein du Politburo? Qui est infidèle à sa femme? Qui a des problèmes d'alcool? Ils cherchent les faiblesses humaines, les fissures dans la façade du monolithe soviétique qu'ils peuvent exploiter. Le défecteur, en échange de sa nouvelle vie, doit vider son esprit de chaque secret qu'il a accumulé. C'est un processus épuisant et psychologiquement brutal. On l'oblige à trahir non seulement son pays, mais aussi les visages et les noms des personnes avec qui il a travaillé, avec qui il a partagé un verre, avec qui il a peut-être même noué une amitié. C'est la dernière et la plus profonde des trahisons. Une fois le débriefing terminé, le vrai défi commence, l'intégration. Que faites-vous d'un homme qui a été entraîné toute sa vie à mentir, manipuler et se méfier, et que vous devez maintenant lâcher dans une société ouverte? La première tâche est de créer une nouvelle identité, une biographie fictive si détaillée qu'elle puisse résister à tout examen. On lui donne un nouveau nom, une nouvelle date de naissance, une histoire professionnelle inventée. Il passe des semaines à apprendre sa nouvelle vie, mémorisant les noms de ses prétendus camarades de classe et les détails d'un emploi qu'il n'a jamais eu. Mais l'assimilation culturelle est l'obstacle le plus élevé.
Pour un homme venant d'une société de pénurie et de contrôle, un simple supermarché occidental peut être une expérience écrasante. La liberté de choix, qui pour d'autres est normale, est paralysante pour lui. Les subtilités sociales, l'humour, la façon d'interagir, tout est un champ de mine. Beaucoup sombrent dans la dépression et l'alcoolisme, tourmentés par la solitude et la culpabilité. Ils ont échangé une vie qui avait un but, même si c'était un but qu'ils en étaient venus à haïr, contre une existence sans but dans un monde qu'ils ne comprennent pas. Ce sont des fantômes, suspendus entre un passé qu'ils ont anéanti et un futur qu'ils ne ressentent pas comme le leur. Et tandis qu'ils luttent contre leurs démons intérieurs, la menace extérieure ne disparaît jamais. Le Kremlin n'oublie pas. La direction Est du KGB, chargée des affaires spéciales ou travail humide, Mokroï Delo, avait une unique mission: traquer et éliminer les traîtres. La menace de représailles est une ombre constante qui plane sur la nouvelle vie du défecteur. Ils savent qu'un ancien collègue pourrait être à leur recherche, que l'aimable nouveau voisin pourrait être un assassin envoyé pour régler des comptes. Ce besoin de sécurité perpétuelle est une cage invisible. Ils vivent dans un état de paranoïa justifié. Ils apprennent à vérifier leurs voitures à la recherche de bombes, à varier leurs itinéraires quotidiens, à ne faire confiance à personne. L'histoire est pleine de rappels que cette menace est réelle. En 2006, Alexandre Litvinenko, un ancien officier du FSB russe ayant fait défection au Royaume-Uni, est mort à Londres après avoir été empoisonné au polonium-210 radioactif. En 2018, Sergei Skripal, un ancien officier du renseignement militaire russe qui avait agi comme agent double pour le MI6, et sa fille Yulia ont été empoisonnés avec un agent neurotoxique Novichok à Salisbury, en Angleterre. Ces actes ne sont pas seulement des exécutions, ce sont des messages. C'est un avertissement brutal du Kremlin à quiconque envisage de suivre leurs pas. Le message est clair: peu importe où tu te caches, peu importe la nouvelle identité qu'on te donne, nous te trouverons. Pour le défecteur, cela signifie que la fuite ne se termine jamais vraiment. Il a échangé une cellule à la Loubianka contre une prison sans mur, où chaque visage inconnu est une menace potentielle et chaque jour peut être le dernier. La liberté a un prix, et pour eux, c'est une condamnation à la surveillance à vie. Le rideau de fer est tombé. L'Union soviétique s'est dissoute dans les livres d'histoire. Mais les échos des décisions prises dans la pénombre de la guerre froide résonnent jusqu'à nos jours. Pour le défecteur, la fin du conflit n'a pas signifié la fin de son exil. La nouvelle vie, pour laquelle ils ont tant sacrifié, est souvent devenue une existence douce amère, marquée par un profond sentiment de perte et la question persistante: cela en valait-il la peine? À long terme, les conséquences personnelles furent aussi dévastatrices que n'importe quelle sentence d'un tribunal militaire. Beaucoup ont vécu le reste de leur vie avec une mélancolie incurable. Des hommes comme Yuri Nozenko, qui fournit des informations cruciales sur le contact présumé du KGB avec Lee Harvey Oswald, passèrent des années à être suspectés d'être des agents doubles, soumis à un isolement brutal par la CIA elle-même. Bien qu'il ait finalement été réhabilité, la cicatrice psychologique de cette méfiance n'a jamais guéri. D'autres, malgré la richesse matérielle, n'ont jamais réussi à s'assimiler. Ils se sentaient comme des reliques d'une époque révolue, leur connaissance et leur importance diminuant à mesure que le monde qu'ils connaissaient s'évanouissait. La solitude devint leur plus fidèle compagne, une ombre à laquelle ils ne purent jamais échapper. Pendant ce temps, dans la patrie qu'ils avaient abandonnée, leur famille payait un prix terrible. La punition était délibérée et cruelle, conçue comme un élément dissuasif. Les épouses étaient licenciées de leurs emplois, les enfants expulsés des universités et harcelés en tant que descendants d'un ennemi du peuple. On leur refusait des opportunités, on les soumettait à une surveillance constante et on les condamnait à l'ostracisme social. La famille d'un défecteur était marquée, parfois sur des générations. L'acte d'un seul homme cherchant la liberté condamnait ses êtres les plus chers à une vie dans une prison sans barreaux, une réalité qui pesait comme une pierre sur la conscience de chaque défecteur jusqu'au jour de sa mort. Mais l'impact de ces décisions individuelles a transcendé le personnel, façonnant le cours même de l'histoire.
Chaque défection de haut niveau était une onde de choc géopolitique. Quand Oleg Gordievski révéla l'étendue de la paranoïa du Kremlin, convaincu que l'OTAN planifiait une première frappe nucléaire surprise pendant l'exercice Able Archer 83, ces avertissements parvinrent directement à Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Cette information fut cruciale pour que les deux dirigeants comprennent la mentalité soviétique et fassent baisser la tension, évitant ce qui aurait pu devenir un conflit nucléaire accidentel. Une seule défection aida à sauver le monde de l'abîme. Les révélations des défecteurs obligèrent l'Occident à repenser ses stratégies. L'information fournie par Anatoly Golitsyn au début des années 60, bien que controversée et peut-être exagérée, déclencha une chasse aux taupes massive et paranoïaque au sein des agences de renseignement occidentales qui dura des années. Les fuites de secrets technologiques, comme celles détaillées par Adolf Tolkachev, permirent aux États-Unis d'économiser des milliards de dollars en recherche et développement, leur donnant un avantage décisif dans la course aux armements aériens. Ces hommes n'ont pas seulement livré des listes de noms ou des codes, ils ont changé l'équilibre des forces, influencé les négociations de traités et réécrit les règles de l'affrontement mondial. L'héritage de ces défections perdure dans l'ADN de l'espionnage moderne. L'ère des défecteurs de la guerre froide a enseigné aux agences de contre-espionnage une leçon fondamentale. La plus grande menace ne vient souvent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Le concept de menace interne, insider threat, devint une pierre angulaire de la sécurité. Les procédures d'enquête et de sélection du personnel devinrent exponentiellement plus rigoureuses. Des profils psychologiques complexes furent développés pour identifier les individus susceptibles de trahir, que ce soit par idéologie, argent, ego ou chantage. Aujourd'hui, dans un monde de cyberespionnage et de guerre de l'information, les méthodes ont changé, mais les principes appris de l'ère des défecteurs restent vitaux. L'idée qu'une seule personne, avec le bon accès et la bonne motivation, peut causer un dommage stratégique incalculable, est le moteur qui anime les politiques de sécurité de toutes les nations. L'histoire de chaque défecteur, de son dilemme initial à son intégration complexe, est devenue un cas d'étude, une leçon sur la vulnérabilité humaine et la fragilité de la loyauté. Ce sont les fantômes de la guerre froide, dont les décisions prises en secret il y a des décennies, continuent de définir les ombres dans lesquelles se livre la bataille silencieuse de l'espionnage actuel. Nous pourrions penser que ces histoires d'espions en trenchcoat, de microfilms et d'évasion dans l'obscurité de la nuit sont des reliques d'un monde qui n'existe plus. Mais nous aurions tort. Le mur de Berlin est tombé, mais les murs idéologiques, politiques et informationnels se reconstruisent à une vitesse alarmante. Les défections de la guerre froide ne sont pas seulement des chapitres de l'histoire. Elles sont un prologue urgent à la réalité géopolitique du XXIe siècle. Les événements récents nous ont montré que le vieux jeu entre l'Est et l'Ouest ne s'est jamais vraiment terminé. Il a simplement changé de décor. Aujourd'hui, la figure du défecteur reste tout aussi pertinente. Peut-être ne parlons-nous plus autant du KGB, mais de ses successeurs et d'autres services de renseignement de régimes autoritaires à travers le monde. L'information qu'ils recherchent ne se trouve plus seulement dans des archives papier, mais sur des serveurs cryptés et dans la vaste obscurité du réseau. Un programmeur de haut niveau qui s'échappe avec des téraoctets de données sur des opérations de cyberguerre, un scientifique qui fuit avec les plans d'armement de nouvelle génération, ou un agent de renseignement qui révèle des campagnes de désinformation conçues pour déstabiliser les démocraties, voilà les défecteurs d'aujourd'hui. La valeur de leur savoir est, si possible, encore plus grande, et les conséquences de leur trahison tout aussi létales. Les méthodes pour s'échapper ont également évolué. La frontière n'est plus seulement une ligne sur une carte, c'est un pare-feu numérique, un système de reconnaissance faciale ou une trace de données qu'un individu laisse à chaque clic. Échapper à un régime oppressif aujourd'hui ne requiert pas seulement du courage physique, mais aussi une sophistication technologique immense. Cela implique l'utilisation de réseaux privés virtuels, VPN, de communication cryptée et la création de fausses identités numériques pour effacer la trace de son existence. Les risques sont différents, mais pas moindres. Être attrapé ne signifie plus nécessairement une balle dans la nuque dans un sous-sol de la Loubianka. Cela peut signifier une peine de prison pour de fausses accusations, la persécution numérique de votre famille ou, comme nous l'avons vu,
un empoisonnement avec un isotope radioactif ou un agent neurotoxique dans une tranquille ville étrangère. Le message reste le même. La trahison n'est pas pardonnée. Et pourtant, malgré les risques renouvelés et les sophistiqués murs numériques, les gens continuent de fuir. Cela nous amène à la réflexion finale, à la vérité humaine qui sous-tend toutes ces histoires d'espionnage et de géopolitique. Le désir de liberté est l'une des forces les plus puissantes et les plus durables de la condition humaine. Ce n'est pas une construction occidentale ni un slogan politique, c'est un besoin fondamental de l'esprit. C'est l'aspiration à parler sans peur, à penser sans restriction, à vivre sans l'ombre constante de la suspicion et de l'oppression. Le courage nécessaire pour poursuivre cette liberté contre vent et marée est extraordinaire. C'est le courage de laisser derrière soi tout ce que l'on connaît et aime, de marcher vers un futur incertain, non pas pour la promesse de richesse ou de gloire, mais pour la simple idée de pouvoir être maître de sa propre vie. C'est le même courage qui a poussé un pilote de MiG à voler à l'aveugle vers le Japon, un colonel du KGB à se cacher dans le coffre d'une voiture, et aujourd'hui, un journaliste ou un militant à franchir une frontière dangereuse avec une clé USB pleine de vérité que son gouvernement veut réduire au silence. Ces histoires, en fin de compte, ne parlent pas seulement d'espionnage. Elles parlent du choix. Le choix entre la sécurité de la soumission et le danger de la liberté. Et tant qu'existeront des régimes qui chercheront à contrôler la pensée et à écraser l'esprit individuel, il y aura toujours des hommes et des femmes suffisamment courageux pour choisir le danger, pour tout risquer dans le plus grand pari de tous, la quête d'une vie où ils pourront respirer librement. C'est l'écho le plus profond de la guerre froide et la leçon la plus importante pour notre avenir.